Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ceux qui me rejoignent sur cette chaîne. Aujourd'hui, direction le Japon, je vais vous parler d'Haru Hiratsuka, dite Raisho. Je m'excuse d'avance pour ma prononciation. Cette femme était journaliste, féministe et libertaire au Japon au début du XXe siècle. Haru Hiratsuka est née en 1886. Elle est la deuxième fille d'une famille bourgeoise. Son père était un haut fonctionnaire, une sorte de self-made man. Il avait appris l'allemand, il avait voyagé à l'étranger et cela lui avait permis de graver les échelons dans l'administration de l'Empire japonais. Quant à sa mère, c'était une femme japonaise traditionnelle, douce, soumise et docile. Quand elle est née, Haru a un problème aux cordes vocales qui fait qu'elle ne peut pas parler trop fort. Elle est aussi plus petite que les autres enfants et il semblerait qu'elle ait eu un retard de croissance. Malgré cela, elle ne s'en sort pas trop mal. Elle se souvient d'une enfance heureuse, choyée et entourée de femmes, que ce soit avec les femmes domestiques, sa grande sœur ou sa jeune tante. Elle est aussi très proche de sa grand-mère qui lui raconte des histoires de ses ancêtres. Le premier souvenir d'Haru lorsqu'elle a 3 ans, c'est la fête pour la nouvelle constitution moderne du Japon, constitution à laquelle son père a d'ailleurs participé. Très vite, Haru montre qu'elle a un sacré caractère. Elle se sent progressivement en décalage avec sa sœur. Elle se décrit elle-même comme un garçon manqué. Elle va par exemple à la pêche avec son père et elle pense que son père l'a considéré un peu comme le fils qu'il n'a jamais eu. Au lycée, Haru a plutôt des bonnes notes, mais elle s'ennuie et elle sèche les cours. Elle a sa propre petite bande de copines qui s'appelle la bande des pirates. Ces jeunes filles rejettent toutes le mariage traditionnel japonais. Après le lycée, Haru candidate à l'université sans le dire à son père, parce que son père, même s'il aime ses filles, il a quand même une vision très traditionnelle. Il pense que trop d'apprentissage c'est mauvais pour une femme, que ça peut rendre malheureuse. Elle rêve d'étudier la littérature anglaise. Son père finit finalement par accepter qu'elle s'inscrive à l'université à une seule condition, qu'elle étudie l'économie domestique. En avril 1903, Haru entre à l'université féminine du Japon. Donc c'est une université un peu spéciale. Parmi ses camarades de classe, on compte surtout des veuves, des anciennes professeurs des écoles et des femmes mariées qui sont pour la plupart provinciales. C'est aussi un enseignement qui est un peu spécial puisqu'il n'y a pas de notes, pas vraiment d'examen. Il y a seulement un diplôme qu'on acquiert au bout de 3 ans en écrivant une sorte de mémoire ou d'essai. Les dortoirs de l'université sont organisés en maisons, un peu comme dans Harry Potter. Chaque maison est dirigée par une professeure ou par une élève plus âgée. Haru suit toutes sortes de cours vraiment très variés, des cours de psychologie, d'éthique, de droit, de chimie, mais aussi de cuisine, ce qu'elle déteste. Elle peut aussi participer à des activités, on va dire, extrascolaires, comme des équipes de sport, mais ça reste une université chrétienne fondée par des missionnaires, et certains livres, comme ceux de Tolstoï ou Nietzsche, sont interdits. Haru se fait d'ailleurs vertement réprimander pour ses lectures. Et à ce moment-là, elle ressent une aversion très forte pour l'autorité. Elle poursuit aussi une quête spirituelle. Elle va un peu à l'église, mais finalement, elle se rapproche beaucoup du bouddhisme zen et finit par se convertir. Pendant ces 3 années d'études, elle n'a pas vraiment étudié, mais elle a plutôt commencé à fréquenter un temple bouddhiste. Au moment de rendre son mémoire, elle rend un mémoire hors sujet, alors que normalement, dans son mémoire,
Elle doit parler d'économie domestique, de comment élever les enfants, de comment être une bonne épouse. Elle parle de philosophie et elle explique comment elle a découvert le sens de la vie et comment elle a accompli sa quête spirituelle en devenant bouddhiste. Et en 1906, elle sort diplômée de l'université. Après ses études, elle reste vivre chez ses parents. Elle prend des cours d'anglais et de chinois classique. Pour payer les leçons, elle travaille un petit peu comme sténographe et elle se rapproche aussi d'un cercle littéraire. C'est dans ce cercle qu'elle rencontre Morita Soe, un homme plus âgé qui est déjà marié, et elle n'est pas vraiment amoureuse de lui, mais ils ont une relation et elle décide de s'enfuir avec lui alors qu'elle est âgée de 24 ans. Finalement, ils sont tous les deux retrouvés par la police et c'est vraiment un scandale. Haru est vue comme une femme de mauvaise vie et son père reçoit même des reproches de ses collègues qui lui conseillent de quitter son travail. Un an plus tard, avec l'aide de ses amis, Haru fonde le journal Saito. C'est sa mère qui lui fournit 100 yens pour couvrir les frais d'impression. Le journal s'appellera Saito. Saito, c'est la traduction japonaise de Blue Stocking. Le mouvement des Blue Stocking, ou bas bleus, c'était un mouvement littéraire de femmes au XVIIIe siècle qui était non conforme et qui revendiquait l'égalité avec les hommes. À partir de ce moment-là, Haru va aussi prendre un pseudonyme. Elle se fait appeler Raisho Hiratsuka. Le pseudonyme Raisho fait référence à deux choses, soit à l'oiseau tonnerre, une figure mythique et légendaire d'oiseau, soit à l'oie des neiges, une espèce d'oie. Pour annoncer la publication de son journal, Raisho écrit « Au début, la femme était véritablement le soleil, une personne authentique. Elle est désormais la lune, une lune blafarde et maladive, dépendante d'un autre, reflétant l'éclat d'un autre. » Donc cette citation annonce très bien le but de ce magazine, redonner aux femmes japonaises leur grandeur. Au début, le magazine est très amateur. L'impression a lieu dans la maison d'une des rédactrices. Mais malgré tout cela, il rencontre tout de même un certain succès. C'est un magazine très novateur, puisqu'il parle à la fois de sujets littéraires, mais aussi de sujets sociétaux. Le journal donne aussi la parole à des femmes socialistes. Il publie des traductions de féministes étrangères comme l'anarchiste russe Emma Goldman ou encore Olive Schreiner, qui est une féministe sud-africaine. Le journal est accusé par les Japonais les plus réactionnaires et les plus conservateurs de corrompre les femmes avec des idées occidentales. Cet épisode de la vie de Raisho marque aussi une véritable rupture dans ses relations avec son père qui ne la comprend pas. Heureusement pour elle, elle rencontre Okumura Hiroshi, un jeune artiste plus jeune qu'elle. Elle tombe sous le charme de ce grand gaillard aux cheveux longs qui est très naïf, très enfantin, et elle ressent le besoin de le protéger. Elle se sent un peu comme une mère ou comme une grande sœur vis-à-vis de lui. Elle quitte la maison de ses parents pour vivre avec lui en 1914. Leur couple connaîtra la pauvreté, ils ont des difficultés pour se nourrir, ils sautent quelquefois un repas. Le magazine Saito va vraiment adopter un côté militant, un côté politique presque. Il lance par exemple le débat sur la chasteté. Raisho se demande par exemple pourquoi la virginité est-elle précieuse seulement pour les femmes et pas pour les hommes. Elle écrit aussi que seule la femme peut décider quand c'est le bon moment pour elle
de perdre sa virginité. Elle défend le mariage d'amour et elle critique le mariage d'argent. Les femmes japonaises qui se marient pour soutenir leurs parents ou pour soutenir leurs frères et sœurs sont selon elle des victimes. Pour elle, l'amour physique et l'amour spirituel sont liés. Elle relaie aussi les publications d'un scientifique et d'un sexologue sur la sexualité, ce qui est vraiment très moderne pour son époque. Elle publie aussi des récits sur le lesbianisme. En revanche, elle est beaucoup plus mitigée sur la question de l'avortement, ce qui reflète bien le débat interne à la rédaction de Saito, puisque certaines rédactrices sont plutôt pour, d'autres sont plutôt contre. En 1915, Raicho a quelques problèmes de santé. Elle quitte la direction du journal et le confie à une collègue plus jeune. Elle donne également naissance à une petite fille, Akemi. Elle subit une stigmatisation. On lui dit qu'elle est trop âgée pour avoir un enfant, alors qu'elle n'a même pas 30 ans. Et sa petite fille est considérée comme une enfant illégitime parce que ses parents ne sont pas officiellement mariés selon la loi japonaise. Un an après, le journal Saito s'effondre. On peut dire que bien que sa parution n'ait duré que 5 ans, le journal Saito a tout de même marqué la société japonaise par son esprit très novateur. En 1917, Raicho donne naissance à son deuxième enfant, un petit garçon cette fois-ci, nommé Yoshibumi. Il se réconcilie aussi avec ses parents, qui lui permettent d'acheter une grande maison. À partir de ce moment-là, elle va se concentrer sur de nouveaux combats. Elle défend par exemple le travail des mères au foyer qui est peu reconnu et défend l'idée que les mères devraient avoir des aides sociales. Elle visite également une usine de textile et critique les mauvaises conditions des ouvrières, des petites jeunes filles qui sont parfois employées dès 13 ou 14 ans. En 1920, elle fonde l'association des femmes nouvelles, la première association à défendre le suffrage féminin au Japon. En parallèle de cela, elle se concentre surtout sur l'éducation de ses enfants. Elle écrit des articles sur la vie familiale et sur la nature dans des magazines féminins. En 1933, une première collection de ses essais est publiée. À l'été 1941, Raicho épouse son compagnon Okumura après 37 ans de vie commune. Ils se marient officiellement pour éviter que leur fils, qui va faire son service militaire, ait des problèmes vis-à-vis de l'administration, comme il est toujours considéré comme un enfant illégitime. En 1945, le Japon vote enfin le droit de vote des femmes. Raicho est vraiment très contente. Elle écrit que le soleil s'est levé dans le cœur des femmes libérées. En 1947, elle rejoint aussi le mouvement contre la guerre et pour la paix. Elle décède le 24 mars 1971. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.